Nous sommes le vendredi 27 juin, vous écoutez bien RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Diane Berger. À la une, cet accord historique sur le point d'être signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se retrouvent à Washington dans 1 heure environ. Et puis attention, d'ailleurs, si vous voyez des vidéos sur le sujet avec le logo de RFI, de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux, des comptes se font passer pour notre radio. On vous explique tout dans quelques instants. Leurs familles n'ont pas de nouvelles. Les proches de Cécile Kohler et Jacques Paris alertent. Ils n'ont reçu aucun signe de vie des deux Français prisonniers depuis 3 ans en Iran. Et puis il n'y a plus de distribution d'aide alimentaire dans le nord de Gaza. Cela sur décision de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Cela alors que les Palestiniens manquaient déjà cruellement de nourriture. On l'évoquait dans les titres, la signature est imminente. Elle est prévue même dans 1 heure à Washington. Un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda avec l'appui des États-Unis. Le texte concerne l'est du territoire congolais, un secteur secoué par des conflits importants depuis plusieurs décennies, en particulier depuis le début de l'année. Les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, ont pris le contrôle des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, ce qui a provoqué une catastrophe humanitaire, de très nombreux problèmes graves pour la population. Alors cet accord pourrait-il réellement mettre fin au conflit ? On écoute l'avis de cet habitant de Kinshasa rencontré par Alexandra Branjon. Guy Ikupasa Omos, il est professeur d'anglais. Vous allez voir, il a des doutes. Ce ne sont pas les accords pour la paix, ce sera une paix tout simplement temporaire. Je peux même dire artificielle, parce que les accords aujourd'hui semblent accorder de l'importance aux minerais. Voilà, l'homme congolais ne compte pas, ce sont les minerais, ce sont les affaires qui comptent. Donc c'est pourquoi je dis que ce sont des accords qui risquent de ne pas durer longtemps, parce que ça ne repose pas sur des racines solides. L'homme congolais souffre dans son âme, 30 ans durant, mais dont on ne parle pas beaucoup. Et beaucoup de choses ne sont pas connues. C'est plein de secrets dans ces accords. Qu'est-ce qu'on signe ? Nous ne connaissons pas bien. Mais pour les Congolais, c'est comme si c'était un bonus qu'on donne aux Rwandais. C'est pourquoi je dis, nous ne sommes pas chauds. Guy Ikupasa Omos, habitant de Kinshasa, qui ne croit donc pas en une paix sur le long terme, lui pense plutôt que ce sera temporaire. Et dans ce contexte, attention, de fausses informations circulent. Des comptes sur les réseaux sociaux se font passer pour RFI. Ils diffusent sur Internet des vidéos qui imitent le style de nos publications. Elles sont en réalité générées avec l'intelligence artificielle pour vous faire croire des choses fausses. D'abord sur notre travail à la rédaction et aussi Grégory Genévrier pour manipuler l'opinion publique congolaise, ce que pensent les habitants. Oui, ce sont nos auditeurs qui ont lancé l'alerte. Ce jeudi soir, une vidéo attribuée à tort à RFI commence à circuler sur les réseaux sociaux. Durant 1 minute et 55 secondes, on pense y entendre un discours d'Emmanuel Macron diffusé par RFI. Le président français semble parler de la situation dans l'est de la RDC et des relations franco-congolaises. Le logo, les couleurs, le texte, tout porte à croire qu'il s'agit d'une édition spéciale produite par la Radio du Monde. Sauf qu'en réalité, tout est faux. Sur la forme, RFI n'est pas à l'origine de ce contenu. Sur le fond, Emmanuel Macron n'a pas prononcé les mots qui lui sont attribués. Ils ont été inventés, fabriqués de toutes pièces grâce à un outil d'intelligence artificielle. Cet infox a été publié par un mystérieux compte TikTok créé pour l'occasion. Il y a quelques heures, il a diffusé un nouveau faux journal. Alors pour s'assurer de l'authenticité et de la fiabilité d'un contenu portant le logo de RFI, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et nos réseaux sociaux officiels. Si la vidéo, l'audio ou l'article en question n'y apparaît pas, alors c'est une fausse information. Grégory Genévrier. Le journal en français facile. En français facile.
Toujours aucun signe de vie de Cécile Kohler et Jacques Paris, les Français otages d'État en Iran après les bombardements israéliens sur la prison d'Evin il y a quelques jours. L'infirmerie de la prison, la salle des parloirs, le tribunal et le quartier de haute sécurité où le couple était détenu ont été touchés, gravement endommagés. Les images auxquelles leurs avocats ont pu avoir accès montrent des pans de la prison sous les gravats. Alors, les proches des deux Français enfermés depuis 3 ans alertent et attendent des mesures concrètes. Bonjour Alice Froussard. Bonjour. Alice, vous vous êtes rendue à une conférence de presse de leur famille tout à l'heure. Oui, pendant 10 jours, les familles de Cécile Kohler et Jacques Paris racontent avoir vécu dans l'angoisse en regardant les bombardements israéliens s'abattre sur Téhéran. Quand ils apprennent lundi que la prison d'Evin est visée, la peur devient une réalité. Sont-ils en vie? Sont-ils sous les décombres? Ont-ils été transférés? Y a-t-il eu un tel chaos, c'est-à-dire quelque chose qui va dans tous les sens, qui fait que les deux Français se retrouvent dans des centres de détention clandestins hors du contrôle des autorités? Ces frappes, c'est tout ce qu'on redoutait, avoue Noémie Kohler, la sœur de Cécile. À ses côtés, Anne-Laure Paris, la fille de Jacques, décrit son père de 72 ans. Elle décrit les appels trop rares, refuse de vivre sans la moindre nouvelle. Et puis sa voix s'estompe. C'est une disparition inquiétante, martèle Chirine Ardakani, c'est l'avocate des deux ressortissants. Martin Pradel, un autre avocat, insiste, la communication avec Cécile et Jacques doit être rétablie immédiatement. C'est un cas de force majeure, insistent les familles qui demandent des comptes aux autorités françaises et aux autorités iraniennes. Nous le disons en farsi, en français, en anglais, sortez-les de là immédiatement. Alice Froussard, merci beaucoup. Le chef des Nations Unies insiste, chercher à manger ne doit pas se transformer en condamnation à mort. Il s'inquiète des dérives des distributions d'aide humanitaire à Gaza, le territoire palestinien où la population manque de tout après 15 mois de guerre. L'aide est insuffisante, elle entre au compte-gouttes à Gaza et désormais les habitants du nord du territoire n'y auront même plus accès. C'est Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui l'a décidé sous la pression de son ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Une nouvelle difficulté pour les organisations humanitaires à Blajounaïdi. Depuis le 19 mai dernier, Israël a levé partiellement le blocus imposé à Gaza. Pour le programme alimentaire mondial, comme pour nombre d'organisations actives dans l'enclave, acheminer de l'aide reste un grand défi. Il faut négocier pied à pied avec l'armée israélienne et les notables locaux afin de sécuriser l'arrivée sans encombre des convois. Voilà comment hier, dans le nord de l'enclave, des distributions ont pu avoir lieu. Antoine Renard, directeur pays du programme alimentaire mondial en Palestine. Nous avons plus de 30 camions qui sont rentrés entre le 25 et le 26 juin, justement, dans le nord de Gaza. Et nous avons réussi à faire des distributions dans la ville de Gaza, dans la journée d'hier, avec justement des distributions qui étaient directement aux familles, en utilisant des listes de bénéficiaires. Donc maintenant, ce qui est important, c'est que cette décision, elle est temporaire. Nous négocions justement avec les autorités israéliennes pour s'assurer que le corridor de Zikim puisse réouvrir afin justement qu'on puisse acheminer l'aide également dans le nord de Gaza. Dans le sud de Gaza, la distribution des colis alimentaires est gérée par la controversée GHF, fondation soutenue par Israël et les États-Unis. Ces opérations sont attachées de nombreux morts, un piège mortel dénoncé par l'ONU. Justement, le journal israélien Haaretz a recueilli les témoignages de plusieurs soldats et officiers qui ont demandé à ce que l'on ne donne pas leur nom. Anonymement, ils affirment avoir reçu l'ordre de tirer sur des Palestiniens près des centres de distribution d'aide à Gaza. Aux États-Unis maintenant, c'est une victoire pour Donald Trump, le président américain. La Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, limite les pouvoirs des juges fédéraux. Ils n'ont donc plus le pouvoir de bloquer des décisions de la Maison-Blanche au niveau national.
L'Europe sur le point de subir une nouvelle vague de chaleur. Une vingtaine de grandes villes d'Italie sont concernées, notamment Rome et Venise. Et au Portugal, les 2/3 du pays sont en alerte orange canicule. Il pourra faire 42 degrés Celsius à Lisbonne, la capitale, ce dimanche. C'est la fin de ce journal en français facile. Si vous souhaitez le réécouter avec son script, c'est sur le site dédié www.françaisfacile.rfi.fr.